Bon, bah, on est de retour dans notre salon, On est de retour. avec vous. Salut tout le monde. Bienvenue tout le monde, ouais. Pour un deuxième concept, en fait, qui s'appelle carte sauvage. Alors, carte sauvage, c'est quoi? Bah, carte sauvage, pour la petite histoire, c'est la traduction littérale de wild cards. Ouais, Wild cards, c'est juste, en gros, c'est le principe, c'est qu'on va se faire kiffer, on quoi. va se faire kiffer. En fait, à contrario de digression nocturne, où on aborde. On se fait pas kiffer. Non. Où on aborde quand même des thèmes un peu assez larges. Oui, oui. Des concepts qui peuvent être assez nébuleux, tu vois. Là, on va quand même se focus sur des œuvres en particulier. Ouais. Donc là, on aura 2 œuvres chacun qu'on a choisies, Ouais. qui auront une relation. Chaque personne aura 2 œuvres qui seront en relation. Par contre, on se fait plaisir. La relation peut être capillotractée, quoi. Ouais, complètement. On va dire ça. Ouais, voilà. Donc, toi, aujourd'hui, par exemple, t'as choisi quoi? Alors aujourd'hui, moi, je vais parler de l'année 1982. Ouais. Du coup, donc qui comporte les sorties assez mythiques The Thing. Sacré cru, hein. Ouais, sacré cru, Ouais, on ouais. peut dire ça, ouais. The Thing de John Carpenter. Ouais. Et Blade Runner de Ridley Scott. Ouais. Ouais. Donc je vais parler de ça, puis les gens vont comprendre pourquoi. Les relations, voilà. Et toi, de ton côté, du coup, de quoi tu vas nous parler? Moi, je vais parler de Collateral de Michael Mann et Drive de Nicolas Winding Refn. On commence par toi. Je propose l'année 82, c'est quand même un truc assez emblématique. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, on va se répondre. Hein. Oui, oui. ça va être rouleux. Oui, ça va être animé. Non, mais déjà, pourquoi ce choix de l'année 82 et pourquoi The Thing et Blade Runner? Parce qu'en fait, The Thing, je vais pas chercher à faire des circonvolutions, c'est juste mon film préféré. Ouais, voilà. Très bon choix. C'est le film préféré de mon réalisateur préféré. Ouais. Et Blade Runner, je considère que c'est le meilleur film de science-fiction de tous les temps. Ouais. Pour moi, enfin, il a une grosse importance dans mon cœur, quoi. Ouais. Et ce qui les lie au-delà de l'année, c'est le flop que ces films ont fait. Oui. Face à un autre film que j'aime un peu moins. Ouais. Mais que je méprise pas, c'est E.T., l'extraterrestre de Spielberg, quoi. On peut pas dire que ce soit un film mauvais, quoi. Ah bah non. Non. Mais au-delà de ça, c'est plutôt vraiment la dimension vertigineuse, on va utiliser ce terme souvent, genre vraiment de The Thing et Blade Runner, qui ont été mal reçus à leur sortie et qui ont tellement infusé dans le cinéma qui, déjà Blade Runner, ça a plus ou moins créé un genre qu'est le cyberpunk, tu vois. Ça a pas créé, mais genre, ça a imposé quand même Ça a donné quand même des lettres de noblesse, j'ai l'impression. Ouais, ça a imposé certains codes dans les œuvres qui sont revendiquées de cette esthétique-là, tu vois. Ouais, clairement. Et The Thing, je pense que c'est un peu, quand on pense à film d'horreur, les perfections, on pense quand même à ce film, tu vois. Non, mais c'est un aboutissement. C'est vrai que The Thing, c'est quand même, je pense, pour beaucoup de gens, le meilleur Carpenter. C'est souvent, enfin, en tout cas, ça revient quand même souvent. Le plus accompli. Ouais. Un film total, j'ai l'impression, quoi. Complètement, ouais. Alors, moi, je suis moins calé que toi, je pense, sur la genèse de ce film, sur la façon dont ça s'est fait. Mais c'est quoi? C'est Rob Bottin qui c'est Rob Bottin qui a aux effets spéciaux, parce que moi, je considère que c'est quand même l'âge d'or des effets spéciaux. Ah oui, clairement. C'est des effets spéciaux faits organiques, toi. C'est fait main, c'est pas, il y a de la VFX, mais c'était pas l'avènement de la VFX à l'époque, tu vois. Puis c'est avant la CGI, pardon. La CGI que je veux dire. Mais non, c'est vraiment. Il y avait eu quand même Body Snatchers. Qui avait un peu lancé ce mouvement d'effets spéciaux. En 78, moi, je peux le rapprocher. Le Don Siegel, du coup. Ouais. C'est ça? Non. Ah, le Kaufman. Le Kaufman, Philip Kaufman, ouais. Au niveau, tu sais, quand les pods s'ouvraient, c'est des effets spéciaux vraiment, vraiment, il y a de la peinture, il y a du carton pâte, tu vois. Mais ça fout la frousse, tu vois. Alors, tu vois vraiment l'effet spécial matériel. Qui a du relief et qui a plus ce côté, finalement réaliste. Et puis, au-delà de l'année 82, c'est vrai que, comme tu dis, c'est l'âge d'or parce que il y a des scènes dans énormément il y a des séquences qui sont hyper marquantes. Il y a le Loup-garou de Londres de John Landis, qui a réitéré un peu ce truc-là avec le clip de Michael Jackson, Thriller. Hurlement, Joe Dante, évidemment. Mais là, c'est vraiment les plus emblématiques, quoi. Mais il y en a d'autres, évidemment. Et c'est vrai que quand tu les revois aujourd'hui, c'est difficile de se dire qu'à l'époque, les spectateurs, en tout cas une partie
n'ont pas pu être conquis. Après, honnêtement, je sais pas exactement comment ces films-là ont été vendus aussi, tu vois. Je crois que c'était des films à problème qui ont pu être abandonnés par le studio, mais je pense qu'avant, au-delà de ça, je pense que c'est parce que les gens attendaient à l'époque, tu vois. Ouais. Enfin, si on peut l'opposer à E.T. une fois de plus, E.T. c'est quand même un film qui propose quand même pas mal d'optimisme, alors que The Thing et Blade Runner, c'est quand même des films genre profondément noirs. Oui. Même si E.T. a sa part de noirceur bien aussi, sûr. hein. Ouais, mais oui, c'est vrai que de prime abord, c'est pas le même type c'est pas la même ambiance, quoi. Clairement. Bien sûr. Ouais. Et puis c'est des films qui ont une dimension quand même genre un peu d'anticipation pour le coup pour Blade Runner. Ouais. Et si on peut du côté de The Thing, ça vraiment à l'opposition du mal et du bien. Ouais. Et en fait, tu sais pas si le bien va l'emporter. Ouais. Pour le coup, tu sais, à cette fin un peu en cliffhanger, finalement. Ouais, c'est quand même, The Thing, c'est quand même un truc quand ça se termine, t'as un peu le souffle coupé, quoi. Ouais. C'est vrai tu sais pas où le foutre, en fait, parce que t'as pas de fin définie. En fait, ça laisse l'effroi un peu stagnant, tu vois, un peu ambiant autour de toi, tu vois. C'est vrai. Et toi, ces deux films que tu revois régulièrement, c'est des films que t'as découverts dans quelle époque, quelles circonstances? Alors, Blade Runner, je l'ai découvert avant The Thing parce que c'est mon père qui m'en a parlé, parce que mon père, c'est un fan de SF, c'est un peu grâce ou à cause de lui que je suis fan de ce genre-là. Et j'ai découvert Blade Runner, j'ai dû le découvrir vers mes 15 piges, je pense, tu vois, que j'ai revu bien après, je l'ai vu une fois. J'avais pas encore les armes à l'époque pour l'apprécier à sa juste valeur, je l'ai revu ensuite. Puis après, j'ai vu, c'est marrant parce que je me suis rendu compte de la vraie valeur de Blade Runner de 82 en voyant le Blade Runner 2049. C'est un peu moche, hein. Le Denis Villeneuve, Aucun disrespect à Denis Villeneuve, hein. Il y a certaines de ses œuvres que j'adore, tu vois, il y a pas de souci. Moi aussi, et puis il y en a d'autres, un peu moins. Mais c'est marrant parce que le 2049, j'étais un peu énervé en sortant de la salle. Ah oui, carrément. Ouais, parce que j'étais allé le voir en salle et j'étais un peu énervé, mais tu sais, c'était aussi l'époque où je faisais un peu le puriste. Mais après, bon, il y a des films qui peuvent vraiment t'énerver, hein. Enfin, je sais que moi, j'étais sorti de la séance, par exemple, de Star Wars 8. Tu vois, le Ryan Johnson. Ouais, moi, c'était le 7. Déjà, le 7, j'avais pas eu à ce point cette colère, parce que je sais pas, j'étais optimiste encore. Je me disais bon, c'est une rampe de lancement vers une autre trilogie. Voilà, je m'étais dit ça essaye de poser des bases, ça reprend beaucoup de trucs. Et je sais pas, il y avait quand même des promesses, moi je trouve, dans le 7 que le 8 balaye un peu, je trouve, d'un revers de manche. Je suis pas fan de ce film, et c'est vrai que donc voilà, pour des univers comme ça qu'on connaît depuis longtemps, qui ont fait partie un peu de notre culture, je comprends des fois qu'il puisse y avoir une certaine colère, même si évidemment après c'est bon, faut pas devenir un rageux et aller pianoter sur jv.com toute sa haine. Mais très précis comme exemple. Ouais. Non mais oui, c'est des souvenirs. Des fois, je peux comprendre quand tu retournes, voilà, voir un film, enfin du moins voir une suite qui peut paraître illégitime. C'est pas toujours facile, quoi. Il y a des gens qui ont beaucoup ça avec les remakes. Les remakes de Robocop. D'ailleurs, The Thing aussi a eu un remake. Oui, alors un remake suite, non? Ou préquel, je sais plus. Je sais pas parce que je l'ai pas vu. Je sais qu'il y avait eu que The Thing est un remake déjà de base. Oui. Bref, et quoi qu'il en soit, pour le coup, The Thing, je l'avais découvert beaucoup plus tardivement. Parce que j'ai découvert finalement Carpenter très tardivement, qui est très vite devenu mon réalisateur préféré finalement. Avec quelqu'un d'autre dont on parlera probablement plus tard. Je donne pas ici. En plus, c'est même pas le premier Carpenter que j'ai découvert, parce que c'était le premier que j'ai découvert, c'était Assaut. Ah oui. Déjà, grosse claque. Ouais, gros morceau. Hein. On en parlera peut-être plus tard, on verra. Sûrement. On se laisse des portes ouvertes. Oui. Et The Thing, non, je l'avais découvert bien plus tard, et ça a été une énorme claque aussi, parce que j'étais pas encore aussi fan de cinéma d'horreur que je suis aujourd'hui. Et ça a été un peu le truc qui a ouvert l'horizon, quoi. Et qui m'a un peu rendu taré. Le principe aussi, c'est vrai que sur ce format-là, c'est de se faire plaisir, comme on disait, donc peut-être de parler de notre histoire avec certains films. Ouais, la relation qu'on entretient avec ces films. Ouais, exactement. Et toi, je pense que tu entretiens une sacrée relation avec déjà l'un des mecs qui a fait l'un des films dont tu vas nous parler, Collateral Drive. Collateral, je l'ai vu au cinéma.
Donc je devais avoir 11 ans, 12 ans, tu vois, un truc comme ça. Donc bon, j'avais l'habitude d'aller au ciné en famille. C'était le genre de film que je pouvais voir dans tous les cas, tu vois, des polars, des thrillers, des films d'action et tout. Et je connaissais pas encore vraiment Michael Mann, quoi. Hit, c'était un film, je pense que j'avais pas vu en entier, tu vois, lors de ses passages télé, parce qu'il durait quand même longtemps. Je l'ai découvert après Collateral, du coup, quoi. J'avais déjà un peu ce truc où alors pour la petite anecdote, à l'époque, un moyen d'acheter des films pas chers, c'était de profiter des promos chez Cdiscount. Et donc, en fait, dès que je repérais que j'aimais bien un film, je notais le nom du réal et j'essayais de découvrir les autres, quoi. Entre ça et le téléchargement illégal. Voilà. Ouais. Bon, c'était quelque chose qui se faisait à l'époque. Et c'est vrai que Collateral, c'est quand même un film qui est voilà, moi qui est très fondateur dans ma cinéphilie en tout cas. Et l'autre film du coup avec lequel je le relie, c'est Drive. Et Drive, c'est pas un film comment dire que je déteste. C'est un film que j'apprécie. Mais tu le mets pas à la hauteur de Collateral. Pas du tout. Pas du tout. Soyons lucides. Oui, non. Même si c'est un super film. Moi, j'adore les deux aussi. Il y a pas de bien souci sûr sur ça. Bien sûr. Non, c'est vraiment un super film à ce niveau-là. Enfin, faudrait quand même, faut pas être de mauvaise foi, je trouve, sur ce genre de film, quoi. Et mais en fait, pour la petite anecdote, encore une fois, vu qu'on parle des contextes dans lesquels on découvre ces films et dans lesquels on les analyse, quand je suis arrivé à Paris, du coup, au début de mes études de cinéma. Moi, j'étais en contact avec un réalisateur, je sais pas si on peut citer son nom. On name drop ici. On name drop et puis au pire on. Donc, en fait, j'avais eu l'occasion d'assister à une intervention de Pascal Alex Vincent, donc qui est réalisateur mais aussi distributeur, notamment de films japonais. J'avais eu l'occasion de le voir. En fait, il était venu dans mon lycée, donc j'avais pu l'approcher et lui dire bon bah moi l'année prochaine, j'arrive à Paris, je débarque, donc est-ce qu'on peut garder contact, quoi. Et quand on s'est vu à Paris pour prendre un café, c'était donc vers 2012, quoi, tu vois, un truc comme ça. Et on parlait de nos influences. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, quand même, Drive, j'avais beaucoup aimé. Enfin, même si c'était pas un film que j'adorais, je sentais bien quand même que ça devient un espèce d'étendard du film de genre élégant, tu vois. Ouais. Tu sais, parfois on parle d'elevated horror, là c'est pas du tout de l'horreur, mais il y avait ce truc où d'un coup des gens qui avaient pas du tout l'habitude de regarder des films de genre, qui étaient très films du festival de Cannes, Télérama, Les Inrocks et tout, pouvaient s'intéresser à ce type de film. Il y avait un truc un peu hybride, quoi. Ouais, et du actionneur d'auteur, quoi. Oui. Et du coup, j'en parle avec Pascal Alex et il me dit moi c'est pas un film que j'ai, enfin en tout cas ça m'a pas vraiment impressionné parce que pour moi ça a déjà été fait, ça s'appelle Collateral. et c'est vrai que j'avais vraiment pas fait le rapprochement à l'époque, tu vois, la filiation. Donc il y a ce truc, je trouve, quoi, de la solitude, alors évidemment chez Michael Mann c'est l'individu, je trouve, vraiment dans la matrice, quoi, dans le monde mondialisé, quoi, pris dans le flux comme ça, quoi. Comme dans Blade Runner. Oui, il y a un peu ça, c'est vrai. C'est ce côté ville tentaculaire qui écrase complètement l'individu finalement, tu vois. Comment exister en fait dans ce mouvement perpétuel et toi quelqu'un d'anonyme finalement. Ouais. Oui, c'est ça, il y a beaucoup ce truc. Et enfin moi Collateral, c'est par exemple un film que je rapproche toujours de mes expériences de jeu sur GTA, quoi. C'est parce que voilà, Jamie Foxx, il est chauffeur de taxi. Il y a un côté un peu PNJ dans la ville, quoi. Il a une existence qui est bloquée parce que ses rêves sont quand même inatteignables, hein, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, il se fait une projection d'un truc qui est quand même qui paraît hautement improbable au vu de son expérience, quoi, parce qu'il est bloqué en tant que chauffeur de taxi depuis pas mal d'années. Et c'est vrai que ce sentiment-là, on peut un peu le retrouver dans Drive. Là aussi, où il peut y avoir quelque chose, c'est que Drive, c'est un personnage, en tout cas le personnage de Ryan Gosling, qui a une existence quand même très très minimaliste.
Il y a rien dans son appart. Il est voilà, la différence aussi peut-être entre ces deux films va beaucoup se situer sur l'image. Collatéral pour Michael Mann, c'est l'occasion d'expérimenter la HD à l'époque, l'image numérique. Il y a énormément de bruit quand même sur tu vois à l'écran. Les éclairages naturels, en tout cas préexistants de la ville, il n'y a pas vraiment de travail derrière d'éclairage, en tout cas au niveau des techniciens. Alors que Drive, on est quand même sur une esthétique beaucoup plus léchée. Ouais, plus lissé aussi. Plus lissé. Ouais, il y a ce truc-là où le personnage de Tom Cruise, lui, il peut représenter une coquille vide, une espèce de comme ça d'absolu. D'absolu produit du capitalisme un petit peu qui devient meurtrier quoi. Tandis que Ryan Gosling c'est vraiment, alors c'est aussi une coquille vide j'ai l'impression, mais il l'incarne différemment quoi, parce que on le voit dans le film, au début on voit pas son visage, il est cascadeur, il y a ce truc où il porte un masque, lui a une façon de jouer hyper impassible. Ouais, et sa veste scintille. Enfin, c'est vrai que c'est deux approches différentes. Et puis il y a ce truc aussi peut-être de l'espoir qui est pas du tout traité de la même manière. Où dans Collatéral, t'as quand même une porte ouverte comme ça sur une possible histoire d'amour de deux individus vraiment qui se retrouvent et dont on ne sait pas ce qui va advenir. C'est sûr que c'est aussi une fin ouverte, Drive, mais ce sentiment vraiment, ce truc amoureux, il revient pas comme dans Collatéral à la toute fin, quoi. C'est vraiment un truc qui infuse pendant tout le film. Il y a une sensibilité. Il y a une gradation. Oui. Oui, puis il y a une sensibilité parce que c'est des voisins, ils se croisent, etc. Il y a moins ce truc hasardeux, j'ai l'impression, des rencontres fortuites de la vie. Donc voilà, mais pour autant, c'est vrai que je comprends l'affiliation. Il y a beaucoup de scènes nocturnes. Bon, Collatéral, ça se passe sur une nuit, donc c'est voilà. Ça met en scène le professionnel. Oui, il y a ce truc du professionnel, évidemment. Toujours chez Mann, tu vois d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ouais, ça c'est un thème, comment dire, oui, obsessionnel chez Mann. Complètement. C'est vrai que là Refn il l'utilise à mort dans Drive. Mais oui, je comprends du coup un petit peu cette filiation. Pour autant, c'est vrai que c'est quand même deux films qui ont une approche esthétique, je trouve, très très différente et qui vont pas forcément s'accorder sur la façon vraiment de faire un film, j'ai l'impression quoi. Donc voilà, mais ça reste deux films que je conseille et du coup moi ce format, je trouve que c'est aussi l'occasion de se faire des espèces de double programme quoi. Moi j'aime bien faire ça, regarder deux films le même soir, un peu en double programme et c'est vrai que enchaîner Drive puis Collatéral ou l'inverse, ça peut être sympa. Ouais, c'est pas une mauvaise idée. Les faire communiquer, tu vois. Ouais. Complètement. Donc voilà. Ouais. C'était est-ce qu'on a tout dit? Ouais. Bon, on n'a jamais tout dit. On n'a jamais tout dit, mais je pense qu'on a donné quelques bases pour que les gens puissent en discuter et puis qu'ils se fassent leur propre avis en fait. Bon, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui l'ont vu, mais si jamais. Oui. Bon. Si on peut faire quelques petites passes décisives. Ah oui, voilà. Ouais, si on peut servir à quelque chose. On peut servir à quelque chose. En tout cas, et même voir peut-être aussi éclairer sur certains films que vous avez pas aimés. Hein, c'est possible. On parle peut-être de trucs que vous avez vus et que vous avez pas du tout apprécié. C'est l'occasion peut-être de les voir sous un autre jour. Ouais, et puis d'échanger, savoir pourquoi. C'est intéressant aussi des films qu'on a à ce point aimés, pourquoi les gens ne les ont pas aimés. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, on se retrouve le mois prochain. Ouais. Bon bah, ciao.